Bonjour à tous et à toutes. Merci encore d'être restés là pour ce troisième acte cet après-midi qui concerne les liens entre l'effondrement et les médias. Bon, je ne vais pas vous faire le rappel, je pense que vous savez tous que c'est la base. Je pense que vous savez tous que c'est un cycle de conférences qui a commencé jeudi soir, qui se terminera demain soir. On a bien évidemment d'autres choses, enfin on vous a préparé d'autres choses, puisqu'après ce soir il va y avoir une performance artistique et puis il va y avoir une jam session qui commencera vers 18h30, 19h après cette conférence. Ah oui, également, on m'a dit de le rappeler, il y a un confessionnel là-bas, je ne sais pas si on vous en a parlé, vous pouvez rentrer, il y a un dictaphone dans lequel vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez dire un peu ce que vous pensez de l'état du monde, de l'effondrement, ce genre de choses. Et vous pouvez aussi laisser des petits messages. On ne sait pas trop comment ça va être utilisé, mais ça va être réutilisé. N'ayez pas peur. Du coup, on va commencer. On s'est dit que ce serait quand même pas mal d'examiner les liens entre médias et environnement. Donc moi, je suis bénévole à la base ce soir. Et on a avec nous quelques intervenants qui vont nous aider à y voir plus clair là-dessus. On va les présenter. Alors, peut-être un petit sondage pour commencer. C'est juste une question que je me posais moi. Combien est-ce qu'il y en a qui ont appris l'existence du terme effondrement, pris dans le sens de la collapsologie, ou juste le terme collapsologie? Combien est-ce qu'il y en a qui l'ont appris par les médias, on va dire, par quel qu'il soit, par YouTube, la presse écrite, la télévision, etc. Est-ce qu'il y en a qui l'ont appris comme ça, ou est-ce que c'était, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une bonne dizaine. Donc les autres, je suppose que c'était plutôt des amis qui vous en ont parlé, ou les cercles militants. Des amis, combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, à peu près pareil. Du coup, moi, j'ai fait une petite recherche hier. J'ai regardé un peu la fréquence du mot collapsologie dans les recherches Google. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de préciser le titre, mais en fait, on va voir comment évoquer l'effondrement avec les médias. Et les intervenants, bon, on peut déjà dire qui vous êtes, après on va vous présenter plus longuement plus tard. Mais donc on a Victoire Vauquois ici de Partager, c'est sympa. Roxane Nonc avec nous, qui a un compte, enfin c'est un média, mais il y a notamment un compte Instagram qui s'appelle Dire Lobbies. Et on a Jérémy Bouquin qui est avec nous. Et alors malheureusement, et comme vous avez dû le voir sur le programme, on devait avoir Clément Montfort de Next qui n'a pas pu venir pour des raisons de santé, mais il va bien, je vous rassure. Donc voilà, en tout cas il m'a dit de vous dire qu'il était désolé et qu'il aurait vraiment aimé être avec nous cet après-midi. Donc pour revenir à mes graphiques, j'ai regardé depuis 5 ans l'évolution du mot collapsologie. Et on peut voir les premières occurrences, ça apparaît en 2015, vraiment avant il n'y a presque rien. Et on peut voir qu'il y a un gros pic, ça commence vers le milieu de l'année 2017. Si on zoome sur ce pic, donc sur les 2 dernières années, on voit que ça donne à peu près cette distribution-là, donc en une forte augmentation avec 2 fortes augmentations qui correspondent à je ne sais pas à quoi. Je pense que c'est probablement dû à une conférence de Pablo Servigne ou quelque chose comme ça, quand il est passé sur une émission, ou à France Culture, ou à la télévision. Ça, peut-être il y a des gens dans le public qui seront, ça sera super. J'ai regardé là aussi la même chose sur YouTube, on retrouve à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire il n'y a rien au départ, et puis ensuite ça augmente assez fortement. Alors si j'ai pris collapsologie comme terme, c'est que j'ai essayé avec d'autres mots, j'ai essayé avec effondrement, j'ai essayé avec le rapport Meadows, etc. Mais les résultats étaient trop brouillés, c'était pas facilement interprétable. Donc je me suis concentré sur collapsologie. Et j'ai regardé aussi dans les quotidiens pour voir un peu ce que ça donnait. Donc dans Le Monde cette année, on voit qu'il y a eu 17 articles dessus, alors qu'il y en avait seulement 7 l'année passée. Libération 13, et même Le Figaro commence à en parler. Il y a 7 articles qui évoquent collapsologie. Alors peut-être pas forcément pour dire la même chose que dans Le Monde ou dans Libération, mais le terme il apparaît. Donc on peut dire que ça a été un mot qui s'est propagé extrêmement rapidement, alors que c'était un mot quasiment inconnu il y a quelques années. Et là, ça passe dans les plus grands médias. Alors on revient sur le sujet qui nous intéresse, comment évoquer l'effondrement avec les médias. Et je crois qu'on va présenter nos intervenants dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs. On va commencer peut-être par Roxane. Du coup, Roxane, écoute, je te laisse te présenter. Alors, moi, j'ai créé un média il y a à peu près 9 mois, qui s'appelle Dire Lobbies, pour prouver tout mon amour au lobby, mais surtout pour créer chez les gens de la conscientisation. Pourquoi ? Parce que je me rendais compte qu'en fait, les infos étaient là, mais que beaucoup de personnes les lisaient,
les captait pendant les 5 minutes qui suivaient la lecture d'un article et qu'ils reprenaient en fait leur vie normale juste après. Et je me suis dit, tiens, il va falloir que je m'intéresse au cerveau et aux mécanismes de conscientisation. Donc je me suis intéressée aux 2 hémisphères du cerveau et j'ai remarqué, de par mes recherches, qu'il fallait lier l'émotion au factuel pour créer des prises de conscience. Et la facilité que j'avais, c'était que mon propre cerveau avait déjà un bug, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lisais un rapport, je me trouvais projetée dans le futur, et c'était super sensoriel, c'était super, stressant, et ça me faisait très peur parce que je ressentais les choses. Par exemple, je lisais un rapport du GIEC et je me retrouvais en 2038 dans un endroit précis, et avec une température précise, et je me faisais toute une histoire dans ma tête. Donc je ne vais pas vous cacher qu'il y a quelques temps, j'ai carrément déprimé, en fait, parce que j'ai ouvert les yeux sur tout. Donc comme pour beaucoup de monde ici, je pense qu'il y a un moment où vous avez perdu votre vision à long terme, à moyen terme, puis peut-être même à court terme, et que vous vous êtes mis à vivre au jour le jour. Donc ça m'est arrivé, et je me suis dit, moi, je vais me servir en fait de cette capacité ou de ce bug que j'ai à la lecture des différents rapports pour les raconter. Donc j'ai créé un média qui s'appelle donc Dear Lobbies, que je transmets essentiellement sur Instagram parce que pour moi c'est le média qui est le plus utilisé par les jeunes et par les millennials. Et en fait j'ai essayé de disrupter ce qui se faisait déjà sur Instagram avec une typologie d'attractivité de contenu. Donc au départ j'ai fait beaucoup de photos parce que je pensais que c'était ça qui plairait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui plaisait, c'était les infos très claires, très sourcées, même si elles étaient difficiles à lire et à entendre. Et petit à petit, j'ai commencé à raconter des histoires. Et donc, j'écris ces histoires qui m'arrivent en pleine figure au moment où je lis des rapports. J'en écris une par semaine. Elles peuvent être des utopies, des dystopies. Et l'intérêt, c'est que même mes utopies sont généralement tristes, peut-être pas forcément tristes, mais en tout cas, elles ne ressemblent pas du tout à la réalité actuelle. Et il y a pas mal de gens qui me disent, tu t'es trompé, c'est pas une utopie. Mais si, en fait, c'est une utopie, parce que même si on arrivait du jour au lendemain à cutter toutes nos émissions de CO2, notre monde ne ressemblerait pas au monde actuel dans tous les cas. Et j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent qu'ils ont une prise de conscience suite à la lecture d'une de mes histoires, en sachant que j'entremêle des histoires, des faits, des choses que j'appelle des flashs turfus. Donc c'est une phrase, par exemple, 2025, Cape Town est évacué, en proie au stress hydrique. Et je dis rien d'autre, je dis simplement aux gens, allez faire des recherches et essayer de savoir si c'est possible ou pas. Et généralement, c'est des choses qui sont possibles. Et en fait, disons que j'utilise le nudge marketing, non pas pour amener les gens d'un point A à un point B en cutant complètement le lieu de délibération. Je les emmène à un point A et demi, pour qu'ils aillent chercher les sources et qu'ils arrivent à leur propre point B. En fait, j'incite les gens à réfléchir en leur donnant envie de réfléchir via les émotions. Donc voilà, donc ça fait 9 mois que ça existe, et là où je suis très contente, c'est que c'est quelque chose qui n'existait pas sur Instagram jusqu'à maintenant, des comptes comme celui-ci. Et en 9 mois, j'ai 17 000 abonnés, donc ça plaît, et ça fonctionne assez bien. Donc je ne suis pas encore arrivée au stade où pour moi c'est parfaitement ce que je voulais, mais ça marche très bien. Et je vais laisser Jérémy se présenter parce que je parle beaucoup, on aura l'occasion de parler plus tard. Donc Jérémy, à toi. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Bouquin, je suis conseiller politique pour un maire en Seine-et-Marne. Donc je laisse imaginer tout ce qu'il peut y avoir on parle souvent de dissonance cognitive. Pour nous, en parlant d'effondrement, je vous laisse imaginer ce que c'est pour une ville d'avoir une dissonance. C'est-à-dire que je suis dans une ville où tout est à faire, il n'y a rien en matière d'écologie, très minéralisée, très urbaine. Mais pour la première fois cette année, ou plutôt l'année dernière, je me suis rendu compte de certaines choses vis-à-vis des habitants. C'est que pour la première fois, en tout cas dans mon parcours militant, on va dire, j'ai eu la perception que les gens se sont rendus compte que le réchauffement climatique allait avoir un impact sur leurs conditions de vie. Parce que les remontées qu'on a quand on est
au sein d'un cabinet de maire, c'est beaucoup de confort. Ouais, il y a un trou dans ma voirie, ouais, les poubelles sont pas ramassées, etc. Et là, pour la première fois, on a réussi à leur expliquer les îlots de chaleur en ville, la nappe phréatique qui se situe en dessous de la ville où je travaille, qui alimente 1 million de franciliens, donc les pesticides qui peuvent s'y insérer, etc. Pour la première fois, on a réussi à faire comprendre que ça allait avoir un impact sur les conditions de vie de chacun. Il y a encore énormément de travail à faire, mais c'est un point de départ. Et à côté de ça, donc, j'ai un compte Instagram où je fais des stories tous les lundis sur les sujets d'écologie, mais aussi d'inégalité, d'aménagement du territoire, etc. Où j'essaye d'aller capter des informations qui sont des études de sociologues, de géographes, d'urbanistes, de climatologues, et de les rendre accessibles, de par les termes, utiles forcément, et réutilisables surtout. Parce que c'est aussi peut-être, mais on y reviendra je pense un petit peu après, le rôle d'un média, c'est de rendre l'information utilisable et qu'elle soit porteuse d'action. C'est-à-dire donner une information pour rien en faire, ça ne sert à rien, c'est pas de l'information. Les médias ont un rôle démocratique d'inciter à l'action et à la prise de conscience, à comprendre notre monde, et c'est en cela que j'essaye de participer un petit peu. Je sais que des fois les stories sont très très longues, mais voilà, j'essaye de rendre accessible et rendre réutilisables. Toutes mes stories, je les mets ensuite en accès libre et permanent sur mon site internet, téléchargeable. Des profs parfois les réutilisent, même si parfois ils se font censurer quand ils parlent d'effondrement dans leur lycée. J'ai eu le cas la semaine dernière. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut, moi je m'appelle Victor et je bosse pour la chaîne Partager c'est sympa. Est-ce que qui connaît ici la chaîne Partager c'est sympa? Levez la main. Trop cool, wow. Donc avec le youtubeur Vincent Verza, ça fait 2 ans et quelques maintenant, 2 ans et demi, qu'on fait des vidéos, au début sur un rythme très soutenu, une vidéo par semaine pendant 2 ans quasiment, où on a mis en valeur des moyens d'agir pour la transition écologique et sociale. Et effectivement, enfin, depuis 2 ans et demi qu'on travaille sur ces questions-là et qu'on accompagne des mouvements climatiques, déjà on a de plus en plus de succès et c'est hyper chouette, on est hyper content de ça. On a passé les 100 000 abonnés sur YouTube là il y a très peu de temps et bientôt les 200 000 sur Facebook. Et on a eu des succès assez ouf avec l'affaire du siècle par exemple. Et la vidéo a fait 17 millions de vues, c'est à peu près un tiers de la population française. Donc on est très très content de ça. Mais en tout cas, nous, on a décidé avec ce haut-parleur géant qu'on a désormais d'aller plus loin, de parler plus de questions, en tout cas plus de fond, et plus seulement de faire des vidéos d'appel à mobilisation et de soutien de mouvements, et aussi d'avoir des formats plus longs, de réflexion stratégique, comme on a fait des vidéos qui s'appellent « On s'est planté, on change le game ». Et récemment une vidéo de 22 minutes sur l'effondrement qu'on a voulu la plus pédagogique possible. Ouais, en tout cas, nous, on s'est dit que le moment était mûr. Le mouvement climatique prend de l'ampleur depuis 1 an et demi, et vous l'avez vu avec toutes les marches pour le climat, avec l'affaire du siècle, avec les grèves des jeunes, etc. Et on s'est dit, nous, on va accompagner ça et on va essayer d'accompagner la réflexion pour aller plus loin et donc parler de nos stratégies et qu'est-ce qui marche pas et pourquoi. Et aussi parler de questions de fond et notamment cette grande question qui nous tracasse pas mal, c'est si on n'y arrivait pas et si tout ce qu'on nous dit depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans dans tous les mouvements écolos on va se battre et on va accomplir une transition écologique vers un monde meilleur, etc. Si ça n'arrive pas et si on perd, et il faut faire ce triste constat, on est en train de perdre. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est même Macron qui le dit au One Planet Summit devant 30 chefs d'État du monde entier. On est en train de perdre la bataille climatique. Donc c'est très clair. Et nous, on a pris un peu cette baffe-là en se disant, bon, ok, peut-être qu'il faut qu'on change notre fusil d'épaule, qu'on change d'angle d'attaque et qu'on aille explorer d'autres stratégies qu'on n'a pas encore explorées. Donc on est de plus en plus en train de porter nos propres campagnes et nos propres stratégies. Notamment, on a publié récemment une carte des grands projets inutiles partout en France et des luttes locales, avec plus de 200 luttes identifiées à travers la France. Et en fait, on va aussi lancer une campagne très bientôt sur ce sujet-là, pour multiplier les luttes locales, parce qu'on pense que c'est un bon moyen à la fois de résistance et de résilience, et que dans une perspective d'effondrement, il faut clairement qu'on développe des groupes de résistance locaux partout en France. Bref... Rapidement, depuis tout ce temps qu'on fait des vidéos, on avait essayé de faire un premier live sur l'effondrement en février 2018.
si mes souvenirs sont bons, avec Professeur Feuillage, avec Nicolas Mérieux. Et c'était marrant parce que c'était le début, on commençait à peine à en parler de façon plus grand public. Il y avait évidemment les bouquins de Pablo et évidemment quelques petites choses, mais on n'en parlait pas encore dans les grands médias à ce moment-là. Et même nous, on avançait timidement sur la question. Et depuis, mais on va en parler, depuis on en parle nettement plus, depuis... il y a des grands youtubeurs qui ont des millions d'abonnés qui s'en sont emparés et qui en parlent, les grands médias en parlent, à des heures de grande écoute. Donc en fait, le prisme change et la question que nous on a envie de poser, c'est que faire en fait? Qu'est-ce qu'on fait une fois que le constat est posé et qui devient grand public? Qu'est-ce qu'on fait de ça et quelle vision politique, en tout cas quelle vision de militante on peut donner aussi de l'effondrement et qu'est-ce qu'on peut apporter? Et c'est vraiment ça qu'on a voulu développer avec une autre vidéo qu'on va peut-être... montrer, si je ne m'abuse. Peut-être diffuser, si les gens sont d'accord, parce qu'en même temps, vu que tout le monde connaît, peut-être que tout le monde l'a vu 3 fois la vidéo. Mais... Qui a vu la vidéo, là, du coup, sur l'effondrement? Ouais. Qui l'a déjà vue? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient la voir? Ah. Donc c'est kiff-kiff. Est-ce que les gens qui l'ont déjà vue sont OK pour qu'on la repasse, étant donné que ça dure 22 minutes? OK. Bon, je pense que c'est un oui général. Hein. OK. Merci la démocratie. Sans aucune certitude, essayons d'imaginer. France, 2040. L'effondrement de l'économie mondiale, les diverses ruptures d'approvisionnement et la hausse massive des prix poussent des millions de gens dans la pauvreté. Face à ces crises sociales, le scénario le plus probable est l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement autoritaire qui aura su le mieux manier la peur qui se sera emparée du pays. Les frontières seront fermées et militarisées pour empêcher les réfugiés de venir. Les supermarchés seront quasi vides. Le pétrole sera rationné et alloué en priorité aux forces dites de sécurité, ainsi qu'au fonctionnement des vieilles centrales nucléaires qui de toute façon tourneront au ralenti en raison des canicules. Incapable de satisfaire les besoins de base de la population, ni évidemment de relancer la croissance dans une économie effondrée, ce gouvernement jouera sur l'ennemi intérieur et extérieur pour maintenir l'ordre. Et je serai probablement en prison. Ou alors, on pourrait tenter quelque chose. Changer le destin en agissant au bon moment, au bon endroit. C'est l'objet de cette vidéo. Le scénario flippant que je viens de te décrire a un nom. La théorie de l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. Ah, que, comment, pourquoi? La civilisation dans laquelle nous vivons repose sur de grands piliers. L'économie mondiale, au service de la consommation de masse, l'énergie qui l'alimente et est composée à 85% d'énergie fossile, l'État qui fournit le cadre et l'environnement sur lequel on prélève les ressources du système Terre et qui y permet la vie. La théorie de l'effondrement nous explique par le menu que chacun de ces piliers se fissure dangereusement et que la chute de l'un entraînerait l'effondrement de tous les autres. Alors, est-ce que c'est possible ? C'est vrai qu'on a une économie à flux tendu. On a tout bonnement supprimé les stocks, optimisé la chaîne de production pour réduire les coûts et maximiser les profits. Tiens, un Boeing 747 par exemple, c'est 6 millions de pièces produites par 6500 fournisseurs dans plus de 100 pays différents. Mais si un des maillons de la chaîne de production vient à céder, que ce soit à cause d'une catastrophe naturelle, d'un problème politique local ou d'un problème économique, c'est toute la chaîne qui est impactée. Pablo Servigne, co-auteur de Comment tout peut s'effondrer, a fait remarquer que l'éruption du volcan Eyjafjallajökull a provoqué aussi bien des pertes d'emplois au Kenya que l'arrêt d'opérations chirurgicales en Irlande ou de lignes de production de berlines en Allemagne. Bon, jusque-là, rien de bien grave. Les berlines allemandes, comme dirait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Là où ça craint un peu plus, c'est que le système financier mondial est au bord de l'abîme. Alors on va pas le pleurer. Sauf que 3 bulles colossales menacent de provoquer un effondrement du système dans son ensemble. Une bulle de l'endettement privé qui représente quand même 225% du PIB mondial, une bulle de la cotation des actions qui sont très surévaluées et une bulle de la dette des étudiants états-uniens qui représente 1500 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB de l'Espagne qui va imploser et laisser un grand merdier. Mais tout ça est très compliqué et j'ai envie d'en parler davantage en détail dans une prochaine vidéo, alors abonne-toi si ça t'intéresse de savoir comment certains comptent plumer ton compte d'épargne. Nos États, ces piliers de l'ordre social, vont-ils réagir à une crise financière et économique avec humanité et solidarité?
il y a peu de chance, vu qu'il joue d'ores et déjà à la guerre économique, à dire America First et à ne pas vraiment aimer les processus démocratiques qui nous permettraient de prendre collectivement des décisions contraignantes. Non, pour moi, un Trump, Bolsonaro, Poutine, ils vont jouer la carte de l'autoritarisme et affaiblir encore une démocratie au bord de l'asphyxie. L'énergie maintenant, le moteur de cette civilisation, a commencé par l'énergie fossile qui nous a porté si vite et si loin qu'on a réussi à changer le climat pour des milliers d'années. Quel bilan! Déjà, les gisements de pétrole s'amenuisent et l'industrie fossile doit découvrir de quoi sortir 60 millions de barils de pétrole par jour d'ici 2030. C'est l'équivalent de la production journalière de 6 Arabies Saoudites. Et ça, c'est juste pour réussir à maintenir le rythme actuel. Plus de pétrole! Bonne nouvelle pour le changement climatique! Eh ben oui mais non. Parce qu'en fait, la raréfaction du pétrole conventionnel pousse les compagnies à se tourner vers le pétrole non conventionnel. Gaz de schiste, sable bitumineux, forage en eau profonde, qui ont des conséquences bien plus dévastatrices sur le climat et l'environnement. Peut-être qu'en remplaçant les énergies fossiles par des énergies renouvelables, on pourrait éviter les dégâts. Oui, mais non. Les énergies renouvelables, bien qu'on en parle beaucoup, c'est toujours que 3,5% de l'énergie qu'on consomme. En fait, elles ne remplacent pas les énergies fossiles, elles s'ajoutent. Il y a 50 ans, les énergies fossiles, c'était 85% de l'énergie qu'on consomme. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose, sauf qu'on en consomme 2,5 fois plus. Il n'y a pas de transition énergétique et c'est ça qui dérègle le climat. À ce moment de la vidéo, il est possible que tu te sois déjà dit « Merde, vite, mais faut tout faire pour empêcher ça !» Ouais, mais empêcher quoi? Sauver quoi? La civilisation, la consommation, la finance, l'économie ou la biosphère, le monde vivant? Est-ce que ce qu'on veut, ce qu'on doit sauver, ce serait pas ce qui permet la vie et pas seulement la nôtre, l'eau, l'air, la forêt, l'Amazonie, celle qui est en train de brûler? De fait, on va rencontrer le mur climatique bien avant le mur énergétique. L'effondrement du pilier environnemental qui soutient la vie sur Terre est d'ores et déjà en train d'avoir lieu. Rapidement, sans trop te saouler, la forêt tropicale, ce poumon de la Terre, dont cette civilisation est le cancer, commence à ne plus absorber de CO2. Dans l'océan, le phytoplancton, qui en plus d'être à la base de toute la chaîne alimentaire marine, produit la moitié de l'oxygène terrestre et stocke 100 millions de tonnes de CO2 par jour. Le phytoplancton meurt. Le permafrost en Arctique est en train de fondre 70 ans plus tôt que ce que les scientifiques attendaient. Tout s'accélère. Côté biodiversité, ça s'effondre déjà. On a détruit l'habitat et assassiné 60% des animaux sauvages vertébrés en seulement 40 ans. Une espèce animale et végétale sur 5 est actuellement menacée d'extinction. 1 sur 5. À cause de quoi? De ce modèle civilisationnel. Les experts estiment que les 3/4 du milieu terrestre sont sévèrement altérés par les activités humaines. Bref, on vit dans une société immunodéprimée. On n'a plus de système immunitaire et la moindre petite grippe peut potentiellement nous foutre par terre. Il suffirait que les abeilles disparaissent pour qu'on soit incapable de se nourrir. Et elles disparaissent déjà. Il faut imaginer la civilisation thermo-industrielle assise sur des poches de gaz toutes interconnectées. On ne sait pas d'où va venir l'étincelle, mais on sait que la situation est hautement inflammable au point qu'un effondrement systémique mondial devienne une réelle possibilité. Si la finance s'écroule, elle risque d'embarquer l'économie mondiale avec elle et provoquer des ruptures d'approvisionnement, en énergie par exemple. Et avec moins d'eau et de nourriture à cause du dérèglement climatique, ça devient vite ingérable. Un peu comme une partie de SimCity que tu aurais laissé 2 heures à ton petit frère. Une des définitions d'un effondrement, c'est l'incapacité de l'État à assurer des services de base, eau, alimentation, logement, santé, énergie, ou en tout cas pas à un coût abordable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. C'est pas un événement, c'est un enchaînement d'événements catastrophiques. Et c'est à la fois rapide et lent, c'est graduel et brutal. En fait, c'est des chocs environnementaux, mais aussi et surtout des chocs politiques, sociaux et économiques. Mais attention, il n'y a pas de certitude radicale. Personne ne peut prédire avec certitude si, quand et comment ça va se passer. Et surtout, on ne sait pas comment toi, moi, la société va réagir. Il y a là des marges de manœuvre qui m'enthousiasment tout à fait et dont je vais parler dans la dernière partie de cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Alors certes, la science ne peut pas avoir de certitude, mais l'effondrement, c'est pas non plus une croyance New Age. C'est des modèles mathématiques, des faits, des risques, des hypothèses et des scénarios. Et pour toi qui doutes que tout ça soit bien sérieux, essaie de voir les choses comme ça. T'es jamais certain que ta baraque va prendre feu.
Ça t'empêche pas de prendre une assurance, d'installer un extincteur et de ne pas laisser ta poêle à frire sur le feu sans surveillance. Surtout que plus tu considères le risque d'un incendie probable, plus tu peux l'éviter. Et c'est pas que un truc de scientifique ou d'écolo hippie. Il y a des gens dont tout prévoir est le boulot, comme l'armée ou le Premier ministre, qui connaissent déjà ces théories et s'y intéressent de près. Si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est une société entière qui s'effondre littéralement, qui disparaît. Cette question-là est une question assez obsédante. Moi, elle me taraude beaucoup plus que certains ne peuvent l'imaginer. Aucune civilisation n'a exploité et détruit, n'a changé la face du monde aussi vite que la nôtre. C'est ce qu'on appelle la grande accélération. Le dégagement de méthane, l'acidification des océans, le PIB mondial, la population, l'usage de fertilisants, quand tous les indicateurs partent en exponentiel dans un monde aux ressources finies, avec une forte inertie, le scénario le plus réaliste est celui d'un effondrement. Quand on consomme en quelques mois ce que la planète est capable de reproduire en un an, on sait que ça doit s'arrêter, de gré ou de force. Je comprends que la perspective d'un effondrement fait peur. Ça brise des futurs qu'on avait pour nous, pour notre famille. Et j'aimerais tellement pouvoir m'en foutre, penser à quelque chose de plus réjouissant. Mais je réalise peu à peu que s'en foutre, mettre la tête dans le sable, c'est probablement le pire qu'on puisse faire. On est sur une trajectoire de plus 5 degrés d'ici 2100. C'est des vagues de chaleur mortelles pour les 3/4 de la population mondiale, des pays entiers inhabitables. Et certains scientifiques estiment qu'on ne pourrait pas être plus d'1 milliard sur la planète, faute d'être capable de produire suffisamment de nourriture pour tout le monde. On vit un apartheid climatique, c'est les pays les plus riches qui changent le climat et les pays les plus pauvres qui sont les premiers impactés. Vraiment, le pire scénario, c'est celui qu'on vit là maintenant. C'est le plus injuste. Et ça fait 40 ans que les scientifiques nous l'annoncent, on fonce toujours droit dedans. Pourtant, il existe plusieurs solutions, plusieurs chemins qu'on pourrait emprunter pour réduire la violence de la chute. Mais il semblerait qu'on soit incapable de les emprunter. Par exemple, on pourrait faire de la croissance verte, croître économiquement sans pour autant détruire la planète. Faux! C'est faux dans les faits. On n'a jamais vérifié empiriquement qu'on savait découpler, c'est-à-dire faire croître le monde virtuel sans toucher au monde matériel. À chaque fois qu'on croît économiquement, on consomme davantage de ressources et d'énergie. Bon, mais si la croissance est cause d'effondrement, on pourrait tenter de décroître, ralentir. Ouais. Mais personne n'essaie et on accélère. Voilà le rêve pour Lyon. Une voiture sans conducteur qui envoie des teradata de données pour réussir à avancer tout droit. C'est pas ça l'avenir, je pense. En fait, c'est une question de choix de société. Est-ce qu'on construit un nouveau centre commercial ou une zone humide? On peut pas faire les deux. Ça n'a aucun sens. Ceci n'a aucun sens. Bon, mais si aucun pays ne veut décroître en solo, on pourrait peut-être démocratiquement prendre collectivement des décisions contraignantes et éviter l'effondrement. J'aimerais bien qu'on ait le temps de faire une transition, que tous les pays s'y mettent vraiment et qu'on négocie tous les changements un par un. Mais tout va trop lentement. Le meilleur exemple d'action mondiale coordonnée, c'est ce qu'on a fait sur les gaz CFC et leur impact sur la couche d'ozone. Le problème était parfaitement clair, le nombre d'acteurs limité, l'impact économique aussi, et ils ont quand même mis 25 ans pour se mettre d'accord. Alors combien de temps on se donne pour décarboner l'économie? 300 ans? On les a pas. Aussi dingue que ça paraisse, c'est l'année prochaine, en 2020, que l'humanité s'est donné rendez-vous. C'est à cette date-là qu'on doit faire stagner les émissions de CO2 et qu'à partir de là, elles descendent. Non, vraiment, sans une profonde redistribution des cartes que je peine à imaginer, je vois pas de salut qui puisse venir d'une décision des États. Alors est-ce que la solution viendrait de nous en tant que consommateurs? Une révolution pacifique par le boycott de la consommation et la massification des éco-gestes? Je pense qu'il faut le faire. Ça va nous permettre d'être plus résilients, d'être mieux préparés aux chocs qui s'annoncent. Mais je crains que ce ne soit pas suffisant. Convaincre patiemment chacun d'entre nous, ça irait si on avait 100 ans. Or, on ne les a pas. Et même, nos adversaires poussent tellement à fond pour qu'on consomme toujours plus. Ils nous ont au confort, ils nous ont à la publicité, qui est quand même le 2e budget mondial après l'armée, que je pense qu'on n'arrivera pas à convaincre tout le monde. Et passer le changement individuel, c'est tout ce qui nous entoure qui pollue. L'industrie, le système agricole, les services publics, la bétonisation.
tous ces trucs sur lesquels on a encore très peu de pouvoir. Mais faut pas oublier que certains d'entre nous ont plus de pouvoir que d'autres. Est-ce que ce seraient les plus privilégiés, les plus riches d'entre nous qui impulseront le changement? C'est clair que si les plus riches de ce monde mettaient toutes leurs ressources en commun pour construire une société résiliente et low-tech, ils pourraient faire de grandes choses. Mais quand tu as travaillé toute ta vie pour accumuler des privilèges, c'est dur de se départir du chacun pour soi. Pire, il semblerait que les milliardaires aient décidé d'aller jusqu'au bout avant de quitter le navire. 50% des milliardaires de la Silicon Valley ont acquis ce qu'on appelle une assurance apocalypse. C'est-à-dire qu'ils ont acheté un lopin de terre qu'ils considèrent à l'abri en cas de catastrophe naturelle ou d'effondrement systémique et où ils iront se réfugier. Du coup, franchement, c'est pas qu'ils n'ont pas compris l'ampleur du problème ou qu'ils connaissent pas les mesures à prendre, ils ont très bien compris la crise dans laquelle on est. Mais ils ont décidé de faire sécession. Il reste encore le salut par la force de frappe des entreprises capitalistes, l'inventivité et la technologie. À commencer par le nucléaire. Aujourd'hui, avec une situation relativement stable, les centrales sont mal gérées. Elles vieillissent mal, leurs coûts explosent, elles ont des accidents en série et on file leur gestion à des sous-traitants. Quelles sont les chances pour qu'elles soient bien gérées dans une économie effondrée? Autre délire scientifique, la géo-ingénierie. Alors, si on pouvait éviter jouer aux apprentis sorciers, de claquer le reste de notre fortune pour modifier le climat sans avoir aucune idée des conséquences à long terme, moi ça m'arrangerait. Je pense que ça t'arrangerait aussi. Ouais. Restent les entreprises. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en plus d'être dirigées par les plus riches dont je viens de parler, les multinationales, les entreprises capitalistes sont actuellement les plus grandes forces de résistance au changement. Pourquoi? Parce qu'elles ont bâti ce monde. Il est parfait pour elles et aucune alternative ne saurait leur plaire autant. Une erreur serait de considérer qu'on a en face de nous des gens qu'il suffirait de convaincre. Nos adversaires sont des structures, dont une petite centaine sont responsables de 71% des émissions de CO2 et qui se comportent comme des sociopathes. Un seul exemple, ExxonMobil, le numéro 2 mondial du pétrole et du gaz, a commandé dans les années 70 une étude sur le changement climatique. En apprenant que le changement climatique était réel et que sa cause était les énergies fossiles, ils ont enterré l'étude, financé à hauteur de centaines de millions d'euros des campagnes de com pour semer le doute sur la véracité du changement climatique, tout en surélevant leurs plateformes pétrolières en haute mer pour qu'elles résistent à la montée des eaux. Ils ne vont pas s'arrêter. Les 5 plus grands pétroliers et gaziers ont dépensé $1 milliard en lobbying pour discréditer l'accord de Paris. L'accord dit bien qu'il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol, mais les Russes développent des centrales nucléaires flottantes pour exploiter des gisements qui jusqu'à maintenant n'étaient pas rentables. Quand Total promettait publiquement il y a 2 ans de ne pas forer en Arctique, il négociait en secret l'achat d'un gisement à un gazier russe. En Alaska, les pétroliers placent des tubes réfrigérants dans le permafrost qui s'est réchauffé à cause du changement climatique, de manière à permettre à leurs camions de rouler dessus et de continuer à exploiter le pétrole. C'est tellement cynique. On est face à des États et des entreprises qui creusent notre tombe, trouvent une dalle de pierre au fond et la font sauter à la dynamite. Ce à quoi on assiste est une guerre contre le vivant, une destruction des conditions qui rendent la vie sur Terre possible. S'ils ne s'arrêteront devant rien, il faut qu'on les arrête. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, plus on attend avant de démanteler ce système, moins la vie sauvage sera résiliente, moins le monde vivant sera capable de rebondir. Plus on attend, plus ce seront les plus pauvres qui vont morfler. Je te cache pas que moi, en découvrant tout ça, j'ai juste eu envie d'aller me cacher dans un trou en fait. Et je pense qu'on est nombreux à réagir comme ça. Mais j'ai réalisé que j'aurais beau partir loin, construire mon îlot de sobriété et de résilience, la destruction continuera. Parce que le système capitaliste n'a pas besoin de moi pour fonctionner. C'est pas ma non-collaboration qui y mettra un terme, mais ma résistance et des actions stratégiques qui paralyseront ces rouages. Le seul moment où les émissions de CO2 ont décru, c'était en 2008, lorsque l'économie mondiale était à l'arrêt. Alors si on n'a ni le temps, ni les moyens de changer le système, il faut qu'on considère le besoin de le mettre à terre, de réduire à néant sa capacité à détruire. En fait, pour éviter l'effondrement de la biosphère, il faut démanteler ce système rapidement. On ne persuade pas une machine, on la casse. Il faut une réaction équivalente à celle de la résistance et du débarquement de 39-45. Empêcher la destruction sans pour autant mettre la vie d'autrui en danger. Il faut des mobilisations de masse grand public, mais aussi des actions directes de sabotage, comme ont pu le faire Sea Shepherd ou les faucheurs d'OGM. Pour ce dernier type d'action, on vous recommande les 4 podcasts sur le blog Floraison, qui reprend le contenu du livre Full Spectrum Resistance. La complémentarité entre un mouvement de masse et des actions directes, c'est une condition nécessaire à un mouvement puissant. Et on en parlera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Très concrètement,
Concrètement, on lance à la rentrée une initiative pour créer des groupes de résistance partout sur le territoire. Donc laisse ton mail sur ilestencretemps.fr pour cibler et stopper des sites ou projets polluants ou injustes proches de chez toi. D'ailleurs, si tu en as déjà repéré, décris-les-nous précisément à l'adresse contact@ilestencretemps.fr. Mais on s'attaque à un tel mastodonte qu'une guérilla risque de ne pas suffire. Il faut qu'on soit plus malin que lui. Or, quoi de mieux qu'une crise, un moment où le système est en difficulté pour remporter des victoires? La première des crises qui risque d'arriver est une crise financière, un krach qui s'annonce déjà comme un tsunami incomparable à ce qui s'est passé en 2008-2009. Justement, la dernière fois, on a été sous le choc et on n'a pas su réagir. Mais là, on a l'occasion d'apprendre de nos erreurs et s'inspirer de ce qui s'est passé chez nos voisins et l'Espagne, la Grèce, pour contre-attaquer. Mais en plus de mettre à terre l'ancien monde, on doit aussi permettre qu'un nouveau monde émerge de ses ruines. La vraie transition, ou plutôt la vraie rupture, sera celle de la sobriété et des low-tech. Remplacer tous nos besoins technologiques par des techniques sans fossiles, utiles, durables, réparables, accessibles au plus grand nombre. Autant dire que c'est pas du tout le discours mainstream sur l'écologie et c'est pas là non plus que sont mis les efforts. En fait, il faut qu'on apprenne à gérer collectivement la réduction de notre mode de vie. Qu'on apprenne à faire en commun plutôt que vivre dans nos bulles individuelles. Et ça va passer par des choix. Ce qui va décroître, c'est tout ce qui est superflu. Et on va pouvoir choisir de conserver ce qu'on a envie, de minimiser la souffrance pour toutes et tous et partout, et de réussir à construire ensemble une nouvelle société. On pourra aussi revoir notre rapport à la nature. Tiens, ce serait pas plus mal, la considérer comme un sujet plutôt que comme un objet qu'on peut exploiter. Tout ça, pour moi, ça forme un ensemble que j'appellerais mon espoir. Et c'est entre autres pour ça que je fais cette vidéo. Alors oui, ça peut sembler utopique d'envisager construire un nouveau monde alors que le nôtre s'effondre. Pourtant, rien n'est écrit. Notre société peut réagir de 1000 façons différentes. Et on a déjà des exemples contemporains comme au Rojava qui montrent que ça vaut le coup d'y réfléchir par avance. En Syrie, le nord du pays s'appelle le Rojava et a subi de plein fouet la répression de Bachar al-Assad et après ça est tombé sous le joug de l'État islamique. Autant te dire que les féministes du coin avaient tout pour être déprimés et baisser les bras. Pourtant, c'est dans ce lieu qu'a eu lieu une révolution féministe qui a donné lieu à l'autonomie de la région et la mise en place d'un fédéralisme démocratique fondé sur l'égalité des sexes et l'écologie. Autant dire que ça n'a été possible que parce que les gens avaient été sensibilisés à des théories de fédéralisme, de municipalisme libertaire et on fera donc une vidéo sur le sujet dans l'espoir que ça nous inspire. Mais de l'expérience du Rojava, on apprend autre chose, que tout ce qu'on essayera de construire, d'autres essayeront de le détruire. Il faudra se battre à chaque instant. L'avenir est largement entre nos mains. Il y a des avenirs post-effondrement désirables, faire collectif, construire de la résilience, remettre les mains dans la terre. Tout ça, ça vaut la peine, mais ils ne seront obtenus qu'au prix d'une lutte pour la liberté et la dignité. Et il faut la commencer maintenant. L'horizon d'urgence et de mort qu'implique la perspective d'un effondrement systémique donne étrangement du sens à la vie. C'est parce que ma vie a une fin qu'elle peut avoir un but. C'est parce que mon temps est limité qu'il doit être utilisé à bon escient. Alors sur cette chaîne, Partager c'est sympa, on va continuer à explorer les stratégies et les modes de lutte qui peuvent nous permettre de tenter des choses dans cette perspective-là. Et évidemment, ce genre de travail trouve pas de financeurs institutionnels ou classiques, alors on repose essentiellement sur vos dons sur Tipeee, d'ailleurs merci pour ça. Et on a encore la moitié du chemin à parcourir pour obtenir l'indépendance financière. Donc si vous trouvez que ce travail est important et que ça vaut le coup, soutenez-nous sur Tipeee, même avec 5 €, une pinte régulière par mois, ce sera trop bien. Et comme toujours, pour que le message se diffuse, partager c'est sympa. Tout va bien? Eh bien oui, félicitations. Enfin, moi, ça m'a pas paru 22 minutes, hein, je ne sais pas vous, mais c'est passé très rapidement. Combien il y a de vues? Celle-là, je crois qu'elle a passé les 300 000 sur YouTube et 2 fois plus sur Facebook. Ok, du coup, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi, j'ai plein de questions à poser quand je vois une vidéo comme celle-là. Par exemple, je me dis que le script, le texte, comment est-ce que vous l'avez écrit? Est-ce que vous l'avez soumis? Est-ce que vous l'avez fait lire à d'autres gens? Quels étaient les objectifs? Est-ce que c'était plutôt d'informer? Est-ce que c'était plutôt de choquer, de marquer l'opinion? En fait, comment est-ce que vous avez essayé d'articuler les différentes parties dans l'écriture purement du scénario? Là, je ne parle pas dans la réalisation, mais uniquement le texte. Ouais, on a eu plein d'intentions et on a essayé d'y répondre à toutes, ce qui fait que c'est très dense, mais il y a plein d'objectifs et de sous-objectifs.
on a fait comme on fait quasiment toujours dans nos vidéos, c'est-à-dire qu'on a fait la trame, contexte, problème, résolution. On pose les faits, on met à jour tout le monde sur le même niveau d'information. Ensuite, on s'attaque à qu'est-ce qui fait que ça ne change pas, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait que le problème est ce qu'il est. Et ensuite, la partie finale de résolution, quel est le meilleur moyen d'agir pour répondre à ça selon nous. Donc ça a été vraiment... c'est une des vidéos sur lesquelles on a passé le plus de temps. On a, je pense, passé au moins 3 semaines à écrire le script parce qu'on voulait vraiment répondre à un maximum de questions. Et en fait, on avait fait aussi un travail de regarder quelles étaient toujours les mêmes questions qui reviennent sur l'effondrement et comment casser les critiques, je trouve, de mauvaise foi et récurrentes sur ces questions-là. La première critique qu'on veut casser, c'est ah, l'effondrement, vous exagérez, c'est pas réel. C'est pas vous allez trop loin, ce sera pas Mad Max. Non, ce sera pas Mad Max. En fait, on n'a jamais dit que ce sera Mad Max et Pablo Servigne n'a jamais dit que ce sera Mad Max. Par contre, c'est ce que c'est réel et il y a plein de faits qui prouvent la gravité de la situation. Et c'est pour ça qu'on fait 15 minutes de constats bruts et un peu durs sur l'impact sur la biodiversité, sur la fragilité du système économique, sur l'état du climat, et source à l'appui pour justement pas casser l'effet de « Ah, l'effondrement c'est une secte et de toute façon vous croyez à ça, mais c'est pas réel ». Non, c'est réel, on met 30 sources, on met 12 rapports, tu adores les rapports, il y a 12 rapports dedans, et 30 sources et une vingtaine d'articles, enfin plein de trucs hyper sérieux et hyper sourcés. Donc en fait, oui, le risque d'effondrement est réel. Le deuxième truc qu'on a eu envie de casser, et ça dès le début, dès l'accroche, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'accroche il y a 22 minutes du coup, qui disait en gros un scénario un peu catastrophe de ce qui peut se passer, mais le scénario catastrophe que nous on envisage et qui est le plus probable, c'est l'État autoritaire. C'est pas Mad Max, c'est pas un État qui a des millions de salariés fonctionnaires et un pouvoir de répression avec l'armée, la police, etc. qui disparaît. En fait, les rapports de force ne vont pas disparaître du jour au lendemain et la puissance d'un État ne va pas disparaître du jour au lendemain. Nous, on pense que par contre, dans un environnement contraint avec des crises qui vont s'accélérer, malheureusement, le scénario le plus probable, c'est celui d'un État autoritaire qui va restreindre les ressources, qui va les attribuer à des besoins dits prioritaires. Et effectivement, c'est les plus pauvres qui vont morfler, les plus riches vont aller se planquer dans les abris, comme on a dit, et c'est ça qui risque très très fortement de se passer. Donc nous, on a voulu casser cette idée reçue, mais en fait, comme Pablo Servigne avait voulu le faire dans ces 2 bouquins qui ont suivi Comment tout peut s'effondrer, il a écrit ces 2 autres bouquins pour dire, mais non, en fait, il y a plein d'autres choses à faire, et en fait, ça va pas être Mad Max, on peut créer une autre société et les risques qui sont là. Donc voilà, on a vraiment voulu casser ce truc-là, casser la critique de ouais on exagère, et puis casser la deuxième plus grande critique qu'on voit sur l'effondrement, en tout cas dans nos milieux, dans nos réseaux, qui disent ça va démobiliser. Ah, parler d'effondrement, ça va démobiliser, ça va faire peur, tout le monde va avoir envie de se planquer dans un trou. D'ailleurs, on le dit comme ça. Moi, j'ai eu envie d'aller me planquer dans un trou pour donner de l'empathie, pour montrer qu'en fait, ça nous touche tous et c'est une réflexion qu'on a tous. Mais en fait, il faut qu'on aille plus loin que ça et ça existe. Et l'effondrement, on en parle maintenant partout. Donc, on ne peut pas juste ignorer ça et juste faire comme si ça n'existait pas. Donc nous, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est casser ça et dire, bah non, ça existe, les gens sont malins, les gens sont intelligents, ils ont compris ce qui se passait. Donc comment est-ce qu'on va sortir de là par le haut et essayer de trouver des réponses à la hauteur. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de casser. Et je trouve qu'on gagnerait tous à réfléchir plutôt comme ça et pas comme beaucoup de mouvements, j'ai l'impression, comme beaucoup d'organisations qui travaillent sur le climat, la biodiversité, etc. Dire bah non, c'est trop dangereux, ça fait trop peur, donc on va pas en parler. D'ailleurs, c'est ce que disent Édouard Philippe ou François de Rugy directement. Ils disent on a bien conscience de l'effondrement, mais on va pas en parler parce que ça fait peur. C'est irresponsable en fait. On peut pas juste ignorer des faits et des risques qui sont probables et ne rien en faire. Donc voilà globalement ce qu'on a essayé de faire. J'ai plein d'autres choses à dire, mais peut-être qu'on va rebondir sur des questions. Je ne sais pas si vous vouliez... Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être du côté de nos intervenants, vous avez des remarques, des observations, vous-même qui travaillez un peu sur la même thématique, puisque quand tu dis on peut pas, ça fait trop peur, il ne faut pas en parler. Finalement, vous avez choisi d'en parler à votre manière. Donc si vous voulez rebondir là-dessus. Oui, ce qui fait, je pense aussi, un point commun à tous les trois, on l'a dit en introduction, c'est le fait qu'on source nos contenus.
Systématiquement, on source nos contenus parce que, comme tu l'expliquais, il s'agit de quelque chose de sérieux. Et il y a une étude qui est parue là en 2019, je ne sais plus exactement quand, qui a été reprise dans beaucoup de médias mainstream, Le Monde, Libé, etc. C'est les travaux de 3 chercheurs qui à l'origine étaient publiés dans Nature Communication, dont Emmanuel Vincent qui est climatologue et data scientist. Ils ont étudié plus de 100 000 articles sur le réchauffement climatique, etc. entre 2010 et 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et ils constatent que les climato-sceptiques sont 50% fois plus invités que les climatologues sur les plateaux télé, dans les articles, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, certains médias traitent le réchauffement climatique et les théories de l'effondrement comme une opinion. En tout cas, le réchauffement climatique comme une opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est des faits scientifiques qui sont vérifiés. Pardon ? Le dérèglement climatique, ce n'est pas une opinion. On n'est pas est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est rouge, etc. Il y a des faits à l'appui, il y a des scientifiques qui travaillent dessus. Aujourd'hui, on impose dans le débat médiatique comme un débat contradictoire, comme si on pouvait s'y opposer et dire non, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un premier sujet. Effectivement, on veut pas, beaucoup de médias n'osent pas en parler parce que voilà, ça fait peur, etc. Et parce que aussi les médias fonctionnent avec un modèle économique qui fait qu'on ne veut pas brusquer. On fait des choses consensuelles. On s'attache, par exemple, on s'attache beaucoup à relater dans les médias des faits divers, dans les médias mainstream, pardon, des faits divers qui ne brusquent pas et qui rappellent des normes sociales. Des normes sociales, on l'a vu pendant une semaine, on a parlé de Xavier Dupont-Ligonnès. Voilà. Ça rappelle une norme sociale, voilà, tuer c'est pas bien, le crime c'est mal, etc., sur lesquels il y a un consensus quasiment partagé. Pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose. Je ne dis pas qu'il y a une volonté... Absolument. Et c'est pour ça qu'on revient sur le modèle économique. Derrière, il y a des grands groupes industriels, économiques qui ont des enjeux. Sans pour autant dire qu'il y a une volonté presque manichéenne de ne pas vouloir parler de ces sujets-là. Quand on fait un choix délibéré de parler d'un sujet, on fait aussi choisir, c'est renoncer. On choisit de ne pas parler d'autre chose. Donc on rappelle ces normes sociales-là. Et savoir que Xavier Dupont de Ligonnès a été retrouvé, puis en fait non, c'est pas utile. Moi dans ma vie ça me sert à rien. C'est accessible effectivement puisque ça passe dans les plus grandes chaînes de télévision et dans les articles de journaux les plus connus. Et je parlais tout à l'heure de est-ce que l'information est réutilisable. Savoir ça, je peux rien en faire. Ça me permet pas de mieux comprendre le monde, ça me permet pas de prendre de meilleures actions, ça me permet pas de m'engager pour une cause ou pour une autre. C'est inutile en fait. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire nous trois dans nos productions de contenu, c'est de transmettre des informations qui sont utiles, réutilisables et qui engagent et qui transmettent l'idée de prendre des meilleures décisions ou de mieux comprendre notre monde. Et je pense que ça commence par là. On disait tout à l'heure, enfin, la première question c'était comment expliquer l'effondrement, comment le raconter. Bah, ça commence par là, essayer de mieux comprendre notre monde à travers des chercheurs qui passent leur vie à faire ça, et nous on fait que le rendre accessible finalement. Roxane, peut-être tu veux réagir par rapport à ça, par rapport à ce qu'a dit Victor ou Jérémy ? Moi, je vais réagir par rapport à la vidéo. Il y a quelque chose qui m'énerve beaucoup en ce moment, c'est la culpabilisation des individus par rapport à ce que font les gouvernements et les multinationales. Il y a quelque chose qui m'énerve en ce moment, c'est-à-dire qu'en face de chez moi, il y a une immense publicité qui recouvre des échafaudages et qui est éclairée H24 par 8 spots gigantesques. Pour vous dire, d'habitude, moi qui suis très connectée à la Lune, j'aime dormir les volets ouverts pour me réveiller avec le jour. Je peux même plus faire ça, tellement la lumière est puissante. Et à côté de ça, on va nous dire « éteignez bien les interrupteurs quand vous sortez d'une pièce, etc. » Donc, je trouve qu'il y a un gros problème par rapport à tout ça. Et je vais vous raconter une anecdote dont je n'avais pas décidé de parler au départ. Et j'en ai parlé suite à la dernière manifestation, la dernière marche qui s'est très très mal passée. Et du coup, ça m'a énervée et j'ai commencé à en parler sur Instagram. En fait, il y a à peu près un mois, j'ai été contactée par le gouvernement, par le service d'information du gouvernement, qui m'a dit, voilà, on vous a repéré sur Instagram et on aimerait vous rencontrer. Et moi, je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, on vous dira rien, on veut vous rencontrer. J'ai dit, ok, je vais y aller. Et clairement, ils ont voulu m'acheter. Ils m'ont parlé de leur gros budget, qu'ils étaient très intéressés par mes services parce qu'à côté de mon média, je suis agent d'influenceur
influenceurs entre guillemets green, et j'ai très vite compris que je les dérangeais. Et ils voulaient donc du coup mettre en avant les campagnes du gouvernement et entre autres de Brune Poirson sur le recyclage. Pardon ? Et j'ai trouvé ça hallucinant en fait. Donc évidemment, je leur ai dit que je ne travaillerai jamais avec eux, que je ne participerai pas à la propagande. Mais ce qui est très triste, c'est qu'ils ont réussi à avoir des influenceurs et que là, depuis quelques semaines, je vois ces campagnes qu'on m'avait proposées chez d'autres influenceurs. Ils essayent de s'immiscer partout pour nous culpabiliser, nous, et disrupter nos cerveaux pour qu'on oublie totalement ce qu'eux font. Donc voilà, ça m'énerve. Je rebondissais sur la vidéo parce que je voyais la publicité qui est partout. Et donc c'est quelque chose qui m'insupporte. J'avais une autre question pour Madame au fond. Tout à l'heure, Jérémy parlait du changement climatique. Vous avez dit dérèglement. Réchauffement. Ok, bah c'est intéressant, c'est pour ça que je vous donnais la parole, parce que je voulais savoir pourquoi vous aviez réagi. Moi, je croyais que tu avais dit changement. Non, je dis réchauffement. Tu avais dit réchauffement. Ok, merci. Mais je rebondis juste sur ce que vous avez dit, parce que c'est exactement ce que j'ai pu reprocher en plus à d'autres, donc bien vu pour m'y rappeler. Quand j'ai fait une story sur le nucléaire, je me suis fait allumer sur les réseaux sociaux. Je me suis dit à quel point EDF a pu complètement changer les mentalités, en tout cas leur faire acquérir à beaucoup de gens un certain discours. Et quand j'ai clairement défoncé le nucléaire, on m'a répondu que mais c'est quand même la meilleure solution pour lutter contre le CO2. Ah oui, c'est vrai que c'est le seul problème. Alors, le problème, c'est que on a érigé, effectivement, comme vous dites, le CO2 en totem de la cause écologique. Il faut réduire nos émissions de CO2. Évidemment, il le faut, c'est pas la question. Sauf que ça sert à rien de réduire les émissions de CO2 si, entre-temps, on produit d'autres causes qui entraînent d'autres conséquences. Et le nucléaire, on est une fameuse. On produit des centaines et des centaines de déchets, de tonnes de déchets, de millions de tonnes de déchets nucléaires dont on ne sait pas que faire à part les enfouir, qui restent radioactifs pendant des dizaines et des dizaines d'années. Oui, même des millions, enfouis dans des endroits dont on ne peut imaginer. Et donc, c'est ce qu'on m'a reproché, c'est qu'on a érigé ça on m'a reproché de défoncer le nucléaire en me rétorquant que c'était la meilleure solution pour sauver le climat parce que la priorité, c'est le CO2. Voilà, oui, pardon. Le problème du CO2, c'est pas d'en émettre moins, c'est d'en capter plus. Établir le taux de captation. Ouais. Mais alors, pour rebondir sur le nucléaire, ce qui est très drôle en ce moment, c'est que les influenceurs sont invités à Bure. Ouais. Pour aller visiter, et Jérémy s'est proposé, ils ont refusé qu'ils viennent. Parce que, évidemment, c'était gênant. Ils essayent de faire venir des gens et de les influencer, clairement. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'entre influenceurs, entre guillemets, green, on se parle, et il y en a pas mal qui sont allés là-bas en sachant qu'ils communiqueraient pas du tout dessus, juste pour avoir plus d'infos et poser des questions. Mais leur but, c'est vraiment d'influencer les gens et qu'à nos audiences, on puisse délivrer leurs propres messages qui sont complètement biaisés, en fait. Carrément. Juste pour finir sur le nucléaire, nous, on en parle un petit peu, et toutes ces questions d'effondrement sont un nouvel argument hyper intéressant pour s'opposer au nucléaire, en fait. C'est tellement risqué de confier la gestion de toute l'énergie du pays à un groupe technocratique. C'est très très compliqué de comprendre et de faire fonctionner le nucléaire. Du coup, de le centraliser au niveau de l'État, qui du coup aura un pouvoir démesuré encore plus. Et par ailleurs, de continuer de faire fonctionner des centrales
qui n'était pas du tout prévu pour durer autant. Donc en fait, c'est quoi les probabilités pour qu'en cas de crise économique, en cas de crise environnementale, en cas de crise politique, ça se passe bien au niveau du nucléaire? Déjà, ça se passe pas bien maintenant. C'est ce qu'on a voulu dire, et je pense que c'est vraiment un nouvel argument très très important pour s'opposer au nucléaire. Moi, ça fait longtemps que j'y suis opposé pour des raisons environnementales, de coûts et plein de raisons, mais l'effondrement, en fait, est une nouvelle pierre dans le jardin du nucléaire. Un truc quand même, rapidement sur une des critiques qu'on a aussi essayé un peu de développer, c'est de l'effondrement, et qui me paraît pour le coup pertinente, c'est celle c'est une préoccupation de privilégiés, une préoccupation de riches. Et c'est vrai, nous on a peur de l'effondrement parce qu'on a des trucs à perdre, en fait. Il y a plein de gens à qui ça parle pas, et il y a des tas de communautés. On a aussi essayé d'en parler, et j'imagine que tout le monde un peu ici aussi. Quand on parle d'effondrement, on touche pas les quartiers populaires, on touche pas vraiment les gilets jaunes, on touche pas vraiment les gens qui en chient le plus, en fait. On touche pas dans les pays les plus pauvres. C'est pas une question dont on parle vraiment. Enfin voilà, encore une fois, ayons quand même conscience, et cette autocritique de se dire bon, l'effondrement, c'est aussi parce que nous ça nous fait peur pour ces raisons-là, parce que nous on a tout un mode de vie à perdre, mais qu'il va falloir du coup réduire de nous-mêmes plutôt que de le subir. Et c'est ça qu'on propose en tout cas. Mais là, on parle de quartiers populaires, etc. Mais même au-delà des quartiers populaires, enfin, il y a 75% des gens qui pensent que l'électricité est propre. C'est-à-dire qu'il y a 75% des gens, enfin ça, je dis un chiffre comme ça, j'ai pas d'études, mais qui pensent qu'acheter une voiture électrique, c'est résoudre le problème, qui pensent que prendre une trottinette électrique, c'est résoudre le problème aussi. Et quand on pose la question à ces gens de savoir, est-ce que vous savez au moins ce que c'est un mix énergétique, ils savent pas d'où vient l'énergie, ils pensent vraiment que l'électricité, c'est quelque chose de propre. Donc ça aussi, faut que nous, et que tous les gens qui connaissent ce problème en parlent autour d'eux. Il y avait deux questions. Il y avait madame devant. Elle était juste avant. Tu as dit que tu ne voulais pas trop en parler quand le gouvernement t'a... En fait, à la base, ils m'ont reçu et je me suis dit... honnêtement, je leur ai dit non tout de suite. J'ai réglé le problème. En 5 minutes, je leur avais dit que je ne voulais pas travailler avec eux. Et je me suis dit next, en fait. Et c'était le vendredi. Et le dimanche, on était à la marche. Et ça s'est extrêmement mal passé. On est resté coincés pendant peut-être 3 heures. On était avec une de mes amies qui était enceinte. Il voulait rien savoir. Il voulait pas la laisser sortir. On a fini par s'enfuir par un parc. Mes parents étaient avec moi. Ils étaient coincés aussi. Enfin, ça s'est très très mal passé. Et là, en fait, ça m'a énervée. Et je me suis dit, je vais parler de la marche et je vais aussi parler de ce qui s'est passé vendredi, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de m'acheter. Et c'était clairement ça, c'était on a des budgets, alors qu'ils ont ces ressources en interne, ils n'ont pas besoin de moi, c'était juste qu'ils voulaient que je ferme ma bouche. Et du coup, j'en ai parlé ouvertement, j'en parle encore ouvertement aujourd'hui, et j'ai aucun problème avec ça, parce que je pense que si on garde toutes ces choses pour nous... Enfin, moi, j'ai pas envie de me taire, en fait, et c'est comme sur Instagram, je me tais jamais. Y a des gens qui trouvent que je suis trop cash, mais à un moment, on n'est plus dans un monde de bisounours, on n'a plus le temps, donc il faut dire les choses. Donc voilà, est-ce que je risque quelque chose? J'en sais rien, je m'en fous, en fait. J'ai plus peur de l'avenir, c'est ce qui me fait le plus peur dans la vie, l'avenir. Tout ce qui se passe en ce moment, le gouvernement, je m'en fiche en fait. Voilà, madame. Eh ben, ouais, du coup, je précise, donc, apparemment, on a commencé le temps d'échanger avec le public, c'est super. Et non, mais c'était prévu, donc c'est parfait. Il y a Quentin qui est là, qui a un micro à disposition pour que vous puissiez poser vos questions et que tout le monde entende. On a madame juste là. Est-ce qu'il marche? Ça marche pas, mais c'est pas grave. Donc, en fait, moi, excusez-moi de chercher à être clair. Par rapport au nucléaire, il faut être simple. C'est trop tard. Les centrales existent. Si on ne les entretient pas, si on casse le nucléaire, on va faire des choses dramatiques. De façon concrète, sur Terre, dans plein d'endroits, sous Terre, il y a des substances radioactives extrêmement nocives qui sont gardées dans des failles tectoniques. Si on est capable de générer des endroits pour stocker des déchets en attendant d'avoir autre chose, sauf si tout le monde d'un coup disait on arrête de fonctionner à l'électricité, c'est en effet ce qu'il y a de moins pire, le temps d'avoir géré cette crise. Ok. Après, je n'ai pas dit que j'étais pour le nucléaire, j'ai dit qu'il existe
et qu'il faut savoir mettre des budgets, de l'attention, de sorte à ce que ce ne soit pas dramatique. La deuxième chose, c'est par rapport à cette notion de... Du coup, je me suis emportée, il y a eu le micro, j'ai oublié le deuxième point. Ah oui, c'est que il y a des choses qui peuvent être pires que certaines focalisations, notamment quand on parle du CO2 et quand on parle de fait de ne pas en produire. C'est assez juste, mais la réalité, c'est qu'il faut reprendre et réintroduire des cycles naturels de captation du CO2. Et ça, à ce titre-là, les gouvernements, tels qu'ils sont ici, sont encore des acteurs intelligents, intelligibles, et qui peuvent être soutenus et qui ont besoin justement qu'on pousse dans certains endroits. Et on focalise par exemple sur le nucléaire alors qu'on oublie de parler du magnétique, des ondes magnétiques, qui sont aussi des productions de dérèglement absolument mal mesurées. La Terre est un organisme fréquentiel et tout marche avec des ondes magnétiques. On en parle assez peu, on l'utilise énormément. Donc il y a des choix comme ça de discours au moment où on a une influence qu'il est bon de... Enfin, déjà, vous faites un travail colossal, hein, donc je vous mets sur le dos des trucs en plus, mais voilà. Non, mais c'est intéressant de toute façon de discuter. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut prendre soin des installations qui existent déjà, et qu'on est tous d'accord aussi sur le fait que la solution, c'est la sobriété énergétique. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à tout ça. Oui, c'est assez... c'est clair ce que vous dites. On passe à d'autres questions, peut-être ? Oui, on n'est pas obligé de réagir à chaque intervention aussi. Alors, hop. Je veux juste rebondir par rapport à ce que Barbara a dit par rapport aux gouvernements qui sont intelligibles, etc. Tu parles de Macron ou des maires dans les villes? Est-ce que c'est vraiment par exemple du colloque citoyen qui a lieu actuellement et sur lequel il y a énormément de possibilités de dialogue, parce que les 180, je ne sais plus combien, de citoyens tirés au sort ou pas tirés au sort, je n'ai pas bien compris, en tout cas ils ont laissé leur mail. On peut dialoguer avec eux, ils sont présents, il y a des mises en place, il y a des choses, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs vitesses. Macron, marionnette parmi les autres, les choses, mais il y a des instances, il y a des lois qui sont... Il a toujours été schizo, donc de toute façon, en même temps qu'il était en train de faire des trucs diaboliques, en même temps il y avait la loi Pacte qui est intéressante, en même temps qu'il rentre dans les gilets jaunes, en même temps il y a ce colloque citoyen qui a lieu. Sur Twitter, on trouve les mails. Et donc en fait, quand je parle du gouvernement, je dis qu'on n'est pas quand même encore en Syrie ici, et que l'effondrement, quand vous en avez parlé du régime totalitaire et tout ce qui est en train d'être mis sous nos yeux aussi, hein, dans l'extraction des minerais rares au Niger, ça aussi c'est totalitaire, etc. Mais en Syrie, ils ont vécu cet effondrement-là avec absolument aucun moyen d'action. C'est-à-dire qu'ils ont été complètement anéantis. Je conseille à tout le monde d'aller voir ce que c'est que les quatre cavaliers de l'Apocalypse en allant voir le film pour Sama, filmé de l'intérieur, des médecins urgentistes en Syrie. C'est ça aussi. Et on ne peut pas comparer, même si Macron a la même structure mentale, la même compétence que Assad, il n'en a pas encore les moyens. Donc nous n'avons pas eu le courage d'aller générer une vraie opposition à ce système. On a encore des outils pour agir en prenant contact avec des ingénieurs, en faisant passer des solutions, en étant intelligents sur ce que c'est qu'une batterie électrique, en regardant le risque d'hydraulique. Voilà, tout ça. Je la parole. Non, mais merci. Juste, j'en profite pour faire un petit point sur. On disait tout ce qu'on essaiera de construire, ils essayeront de le détruire dans la vidéo. Et enfin, on a une actualité terrible sur le Rojava actuellement, envahi par la Turquie, et qui est avec le regard complice des États-Unis qui se retirent de la zone. Enfin bref, c'est assez dramatique ce qui se passe là-bas. Il y a des initiatives de soutien humanitaire du Rojava. Si ça vous dit, n'hésitez pas à les soutenir parce que c'est très. D'accord, mais en tout cas, ils avaient construit depuis un moment quelque chose et c'est en train d'être mis par terre et c'est extrêmement grave. Bref, soutenez le Rojava. On prend peut-être d'autres questions ? Oui, en fait, moi je suis très frappé en regardant par exemple la vidéo, je l'avais déjà vue en fait, mais il y a toujours dans le langage qu'on utilise
cette idée qu'il y a nous, citoyens, d'un côté, et de l'autre côté, il y a ils. On s'en rend même plus compte, hein, parce qu'on a l'habitude de faire ça, tout le temps. Or, il se trouve que les politiques, en fait, c'est à la base des citoyens qui se sont présentés. Il y a un processus politique pour qu'ils soient élus, etc. Alors, on peut être contre, on sait que voilà, c'est manipulé, etc. On n'est pas, voilà, on est très lucide là-dessus. Mais il ne faut jamais oublier que c'est des citoyens, et y compris les chefs d'entreprise qui ont réussi, qui ont fait fortune, etc. À la base, c'est des citoyens. On est tous citoyens. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que justement, en se séparant d'eux, et en considérant qu'en gros, tout est de leur faute parce que c'est eux qui sont responsables de tout, bah oui, ils sont responsables, effectivement, de la société dans son ensemble, c'est vrai. Il faut absolument, si on veut vraiment changer les choses, il faut absolument qu'on considère que nous, on est capable de prendre leur place, et que puisque nous, on a les connaissances, la conscience, etc., à un moment donné, si on veut vraiment changer les choses, il faudra prendre la direction des choses, si je peux dire, parce que justement on a développé certaines connaissances, l'idée qu'on pourrait très bien faire ça en intelligence collective, avec des conventions citoyennes sur différents sujets, etc. Donc on peut faire les choses complètement différemment, mais il faut vraiment qu'on prenne le pouvoir d'une manière ou d'une autre, sinon on n'y arrivera jamais. Parce que si on leur laisse le pouvoir, ils ont le pouvoir, et ils ne changent pas les choses. Moi, je pense notamment à Brune Poirson, puisque vous en avez parlé. Je la rencontre de temps en temps. Je lui dis que c'est absolument scandaleux ce qui se passe autour des SUV, voilà, qui polluent la planète, machin, tout ça. Et elle me répond à chaque fois, elle me dit « Vous avez totalement raison. » Mais il ne se passe rien derrière. Donc il faut qu'au pouvoir, il y ait des gens qui soient courageux. Et en plus, il faut qu'on change les règles du jeu. Donc il faut que les gens qui sont au pouvoir changent les règles du jeu, au point de vue économique, au point de vue financier, au point de vue monétaire. Il faut changer toutes les règles du jeu, parce que si on ne fait pas ça, en fait, les gens, à chaque fois, vous allez dire, ben voilà, on va arrêter de fabriquer des SUV. Il y a plein de gens qui vont se retrouver au chômage. Et ça, c'est la grande peur des gouvernements actuels. Donc il faut qu'on ait la capacité de créer des emplois écologiques avant de détruire tous les autres emplois. Sinon, ça ne va pas passer. Donc il faut vraiment changer complètement les règles du jeu, mais il faut être au pouvoir pour le faire. Il n'y a pas d'autre solution. Si je peux juste répondre sur ce que monsieur vient de dire. Je travaille pour un maire, donc je vous rejoins en partie. Là, dans la vidéo, enfin, Vincent Verzal le disait très bien, l'année 2020, ça sera une année déterminante sur la trajectoire qu'on va prendre. L'année 2020, il y a aussi les élections municipales. Je fais un petit distinguo entre ce qui se passe au niveau de l'État et ce qui se passe au niveau des municipalités. Aujourd'hui, clairement, les villes ont les moyens d'agir pour une transition écologique. À la vitesse qu'elles peuvent, voilà, et on a aussi des contraintes, etc. Mais elles ont des moyens d'agir, elles ont des compétences pour le faire, beaucoup plus rapides que celles de l'État, que ce soit pour la transition énergétique, que ce soit pour les modalités de déplacement, ce genre de choses, les circuits courts, la restauration collective. Elles ont les moyens d'agir pour le faire seules, à la vitesse qui pourra être la leur compte tenu des budgets qu'ils peuvent avoir, mais elles ont les moyens pour le faire seules. Et c'est pour ça que l'année 2020 va être déterminante, parce que si on a un gouvernement qui n'est pas très enclin à nous aider sur ce sujet-là, mais qu'on a 36 000 communes qui sont enclines à le faire, il y a des enjeux qui se préparent sur ces élections. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas... on parle de municipalisme libertaire, on n'y est pas encore, évidemment. Mais il y a vraiment un enjeu sur ça. Maintenant, évidemment, il faudrait que des gens qui sont convaincus par ces sujets-là soient à des postes de responsabilité pour qu'on puisse accélérer les choses, etc. Aujourd'hui, je ne considère pas que le gouvernement, je crois qu'on s'éloigne un petit peu du sujet média effondrement, mais je ne considère pas que le gouvernement qui est en place aujourd'hui est un allié. Il a les moyens d'agir, mais ce n'est pas un allié. Quand on donne plus de 11 milliards d'euros de subventions pour les énergies fossiles, on ne peut pas considérer que ce soit un allié. Alors oui, il y a des choses qui sont faites, mais on ne va pas assez vite. Est-ce que ces gens-là ont la mesure, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur mon compte Instagram, savoir, ce n'est pas avoir conscience de. Je pense que les gens qui sont au gouvernement, et même parmi nous, moi, longtemps j'ai su les faits, on nous abreuve quotidiennement de faits sur le réchauffement, sur le dérèglement climatique, pardon, sur l'effondrement, on nous abreuve de faits constamment. Mais en a-t-on conscience? Est-on intimement convaincu que ce qui va se passer va avoir un impact sur nos vies? Je pense que le gouvernement sait, mais il n'a pas conscience. Vous ne pouvez pas non plus prédire l'avenir. Absolument pas. Pas encore. On ne sait pas ce qui va se passer.
Et peut-être si je peux rajouter en 2 mots, je pense qu'on a un désaccord là-dessus, c'est que nous, on montre, et on a voulu montrer, on le fait dans d'autres vidéos, le poids des cadres, et non un individu président de la République ou PDG de Total n'est pas un individu lambda et n'a pas le même pouvoir et les mêmes possibilités que chacun d'entre nous. Et ils ont d'autres intérêts, ils sont poussés par d'autres règles, d'autres fonctionnements. En fait, combien de personnes vous connaissez autour de vous sont dans des entreprises et sont en dissonance cognitive parce qu'ils font des trucs qui ne conviennent pas du tout avec tout ce qu'on est en train de dire là. Combien, nous, des centaines de personnes nous contactent en nous disant je suis au ministère de la Transition écologique, je suis à Total, je suis à la Société Générale, je suis là. Et en fait, j'essaye de faire bouger les choses en interne et ça ne marche pas. Je suis convaincu, je connais plein de gens convaincus en interne, mais ça ne marche pas parce qu'en fait, la structure elle-même a un intérêt autre qui est celui du profit. Elle doit croître, elle doit gagner de l'argent, elle doit gagner toujours plus d'argent pour engager toujours plus de monde, etc., etc. Et en fait, c'est juste contradictoire et il faut aller vers plus de décroissance. Et ça, un État sera forcément en tout cas, un gouvernement sera forcément impopulaire, en tout cas au début, à pousser ça. Et une entreprise, c'est complètement contradictoire avec son objet même. Donc, faut pas du tout ignorer le poids de ces cadres-là. Quand on dit nous contre eux, c'est aussi ça, c'est nous contre ces cadres-là et ce système-là de fonctionnement qui fait qu'on va dans le mur. Et en fait, c'est pas seulement une histoire d'individu. On pense vraiment que ça va au-delà et qu'on est malheureusement enfermé par ces cadres-là. Je voudrais juste donner une réponse là-dessus parce que, en fait, c'est pas les individus, c'est pas les chefs d'entreprise qui sont en question. C'est les règles du jeu auxquelles ils sont soumis eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont des actionnaires, il faut qu'ils fassent des profits, etc. Mais demandez à un petit artisan dans la rue qui répare des chaussures, par exemple. C'est une entreprise. Eh ben, il va simplement se contenter de réparer des chaussures, d'avoir suffisamment d'argent pour la fin du mois, mais il va pas... Voilà. Donc c'est vraiment les règles du jeu qu'il faut changer. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Après, ils ont quand même leur libre arbitre. Alors, il y avait une question derrière, après une question pour la dame là. Et si on peut essayer de poser des questions dans la mesure du possible sur les médias, ça peut être pas mal, parce que sinon on va repartir un peu dans les mêmes débats qui étaient super intéressants, mais qu'on a eu jeudi soir, vendredi soir, et on en a eu 2 autres tout à l'heure. Donc on va essayer de resserrer un peu le scope. Tu voulais dire quelque chose, Roxane? Non, on va donner la parole aux personnes qui n'ont pas encore parlé. Oui, aussi, ouais. On essaye de faire tourner la parole au maximum. Merci. Pardon ? Je disais que les humains dans les gouvernements avaient leur libre arbitre et qu'ils n'étaient pas juste soumis à des règles. Ils sont tout à fait capables de sortir du cadre, en fait. Donc c'est facile de dire qu'ils sont juste soumis à des règles. Je pense que, dans ce cas-là, on change rien et on change jamais rien. On change le cadre, mais c'est justement parce que ces humains-là ont la possibilité de faire autre chose. Ça répond à ta question. C'était la fin de ma phrase, en tout cas. on va prendre la question, du coup. C'est pas tellement une question, c'est plus une invitation à discuter d'une thématique qui me semble assez importante dans le cadre des discussions qu'on a ici sur les médias. Je pense qu'en tant que créateur de contenu, en tant que personne qui mettons en avant du contenu, et même chaque personne qui partage du contenu ici, je pense qu'on a des responsabilités. Je pense que toutes les personnes qui développent du contenu sur les thématiques de la collapsologie, des effondrements, etc. Ça se voit même aussi avec Extinction Rebellion, que je soutiens beaucoup d'ailleurs, mais utilisent, je pense, la peur. En partie, en tout cas, je pense qu'il y a une intention. C'est peut-être pas dit de manière comme ça explicite en interne dans les brainstorming de création de contenu, mais je pense qu'on sait qu'il faut utiliser les émotions pour faire réagir les gens, tu l'as dit toi-même. Et la peur est utilisée pour ça. Et du coup, moi, j'aimerais inviter tout le monde à parler de l'utilisation de la peur pour faire changer les mentalités. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Et de manière générale, moi, une des questions que je me pose, c'est est-ce qu'on a des statistiques vraiment sur la manière dont les gens réagissent suite à la vue de contenus effondristes, survivalistes, collapso, tout ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a une grande partie qui est dans le déni? Est-ce qu'il y a 3/4 qui fait une dépression pendant 6 ans? Est-ce que 3/4 passent à l'action? Je pense que c'est des vraies questions qui doivent être à laquelle on doit avoir des réponses, parce que en fait, je pense qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, quoi, en gros. Donc voilà, j'aimerais inviter tout le monde à réfléchir à ça, parce que j'ai pas les réponses, mais voilà. Non, mais c'est intéressant. Il y a une étude qui est sortie, qui avait été faite par Place to Be il y a peut-être 3 ans, sur les images de catastrophes. Donc ça, je pense que vous pouvez la retrouver en ligne. Après, moi, me concernant, j'utilise la peur, mais en fait, c'est pas volontaire. En fait, je me projette
et j'écris des histoires complexes, donc qui peuvent être joyeuses à certains moments, qui peuvent être tristes à d'autres moments, qui sont juste une manière de se projeter dans l'avenir. Et dans mes histoires, tout n'est pas affreux, en fait. Il y a certaines histoires les plus joyeuses qui mettent en scène des personnages qui n'ont plus accès à Internet que 2 heures par jour, et du coup qui retrouvent une vie sociale, qui se remettent à jouer de la guitare, enfin, qui se remettent à vivre de manière totalement différente et qui finalement sont plus heureux. C'est juste une manière de se projeter. Donc moi, je dirais pas que j'utilise la peur. Donc je l'utilise de manière logique. Non, je sais. Mais en fait, je l'utilise de manière logique parce que de toute façon, il y a des choses qui font peur dans l'avenir. Mais c'est pas ce sur quoi je me base, pour ma part. En 2 mots, nous, justement, on excluait totalement la peur de notre registre, quoi, au début, en tout cas, partager c'est sympa. On était très dans l'espoir, la motivation, et ouais, ce qu'on peut gagner. Et de plus en plus, on l'utilise, de plus en plus, on l'assume, parce qu'en fait, on a besoin de cette baffe aussi, parfois, et ça trouve aussi son public. Là où je te rejoins complètement, je pense qu'on débute et qu'il faudrait faire des études sociologiques sérieuses sur qu'est-ce qui marche pas auprès de qui, mais en fait vraiment s'intéresser auprès de qui, parce que juste qu'est-ce qui touche les gens, ça veut rien dire, le grand public ça n'existe pas, et faut chercher par catégorie, par âge, par sexe, par catégorie socio-professionnelle, par niveau de diplôme, par etc. etc. Et là on aura un truc un peu sérieux. Moi ce que je vois et je crois qu'on constate tous, c'est que l'effondrement effectivement ça reste une préoccupation plutôt de riches, urbains, blancs. D'ailleurs, cette salle est plutôt représentative de ça. Et que, de fait, c'est pas un discours qui touche beaucoup d'autres catégories de population. Néanmoins, oui, enfin, il y a plein de choses qui l'expliquent. Non, c'est pas qu'à cause du terme. Oui, voilà. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Et comment dire ? Merde, du coup, ça m'a fait perdre mon idée. Non, par contre, ce que je constate, et moi ça fait quand même depuis 2013 que je milite pour l'écologie, il y a énormément de nouvelles personnes qui rentrent par cette porte d'entrée-là, qu'on n'utilisait pas du tout avant. On parlait pas du tout d'effondrement en 2013, 2014, 2015, même 2016. Et il y a plein de nouveaux qui débarquent par ce truc de la peur. Et je pense que c'est intéressant, je pense qu'il faut s'en servir avec mesure, et en tout cas l'accepter, parce que de fait ça marche pour un certain public, et de fait les gens sont là. Donc on ne peut pas juste ne pas en parler et faire comme si ça n'existait pas. Je reviens à ce que je disais au début, mais voilà. Par contre, oui, nous on est résolument pour ne pas rester dans la peur et ne pas rester dans je vais mettre la tête dans le sable dans mon lopin de terre en Ardèche et ça va suffire. C'est en tout cas ce qu'on essaye de faire. Alors on a une question devant, mais je veux juste voir si c'est dans la salle, il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore parlé. Je rebondis sur la peur. J'étais à un colloque en juillet, colloque CPU, conférence président universitaire. Il y avait François Tadei, directeur du CRI. Il y avait Valérie Masson-Delmotte, vice-présidente du GIEC. Et le CRI, c'est le centre de recherche interdisciplinaire lié à l'université Paris 5. Et il nous informait, François Tadei, qu'il y avait un taux de suicide très élevé dû à l'éco-anxiété. Moi, je voulais juste alerter là-dessus pour rebondir sur ce que tu disais. Et ils ont effectué des études, des enquêtes sociaux là-dessus. Et c'est assez intéressant, malgré le sujet très sombre. Voilà, je voulais juste apporter ce petit point de vue. Et l'attention à la peur, parce que beaucoup de vidéos qu'on voit apparaître ou d'articles sur Facebook, Insta et YouTube, ça fait flipper les jeunes. Moi, j'interviens en école, en lycée et en école supérieure. J'ai face à moi des jeunes, ils sont perdus. Ils sont vraiment perdus, quête de sens, mais ça fait flipper. Moi, des fois, je ne sais même pas quoi leur répondre, quoi. Faut faire attention aussi, et je te rejoins, et je vous rejoins sur ce qu'on véhicule et qu'est-ce qu'on donne comme message, qu'est-ce qu'on se transmet. Et je pense que cette énergie de peur, en fait, il faut juste la transformer en amour. Parce qu'on a 2 énergies très fortes en nous, c'est la peur et l'amour. Et une fois qu'on aura compris ça, je pense qu'on ira vers plus de joie et de lumière. Merci. Ouais, t'as raison. Hein. Après, alors c'est pour ça aussi que j'écris des utopies. Il y avait la personne derrière. Bon, il y a 2 personnes. Après, tu seras là. C'est pour ça que j'écris aussi des utopies qui sont pas forcément très heureuses, mais qui sont en tout cas pas tristes. Et t'as raison. Un des messages qui m'a le plus choquée, c'était un jeune homme de 13 ans qui m'a dit qu'il avait envie de se suicider en fait. Parce qu'il savait pas quoi faire, parce que quand il en parlait à ses parents s'en foutaient complètement et continuaient à consommer comme avant et à lui dire qu'il avait été endoctriné. Et ouais, il faut faire attention. Maintenant,
il faut faire attention et à la fois, il faut pas, pour moi, pour ma part, il faut pas être des bisounours. Ce qui va arriver, c'est très grave. Ce qui va arriver, ça fait peur. Et à force de minimiser les choses et de les rendre roses, et ben il y a plein de gens qui se disent ah bah c'est pas grave. Donc c'est assez compliqué en fait du coup pour nous de se dire voilà qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, comment on peut tu veux réagir? Non mais je pense que t'as vraiment raison, mais moi enfin comment dire, oui il faut expliquer, accompagner et peut-être faire du soutien psychologique entre nous et s'écouter et essayer de s'entraider, etc. C'est hyper important, mais je pense pas que ce soit très différent de plein d'autres époques en fait. Nos parents, nos grands-parents étaient flippés de l'apocalypse nucléaire avec la guerre froide. Nos ancêtres étaient flippés de la peste et de plein. Enfin, il y a plein de types d'effondrements et de catastrophes qui ont toujours fait peur à tout le monde. Je pense que c'est pas différent, en tout cas de notre génération, que c'est l'enjeu de notre génération principal, mais que c'est pas différent et qu'il faut savoir le traiter et le transformer, comme tu dis. Le micro est parti. Oui. Alors normalement, il est 18h30. Alors on a juste une réaction devant, je crois. Oui. Si tu peux juste faire passer le micro devant. Alors, il y a deux micros? Non, t'en as un là. Non, juste là. Juste une petite précision, il est 18h30, ça veut dire qu'on a atteint le temps qui nous était imparti. Donc peut-être on prend une dernière question. On va prendre une réaction et il y a deux questions. Bon, on prend deux questions, voilà, et après on laisse la place. Une réaction à la et deux suite des questions et événements. c'est terminé. Je veux intervenir sur quelque chose de très pragmatique. Je suis plus âgée que la plupart des gens qui sont là. Moi, j'ai vu mes grands-parents avoir très très peur des nouvelles technologies. Et après, ils ont été formatés, on a été formatés à accepter ces technologies. On nous a fait croire que c'était notre bonheur. Mais eux avaient très très peur. Ils avaient très très peur de la télé qui empêchait les gens de se retrouver dans la rue. Ils avaient très très peur de voir les salles de cinéma se vider. Ils avaient très très peur de ce qu'on mangeait, qui n'avait plus le même goût. Enfin, la peur, elle a existé aussi quand c'est arrivé. Donc quand on dit on a peur de perdre tout ce qu'on a eu, mais tant mieux si on le perd. Mais sincèrement. Merci. Alors, la personne... Bon. De toute façon, on vous laissera tous les deux un temps de parole. Moi, c'était une remarque par rapport à la vidéo de 22 minutes qu'on a vue tout à l'heure. Et en fait, ça me met en tête une remarque sur la sémiotique de l'effondrement et du terme de l'effondrement et de l'appel à action que les vidéos sur l'effondrement et que le discours sur l'effondrement entraînent. Quelle action on propose aux spectateurs de ce genre de vidéos? J'ai l'impression, en tout cas en le voyant, c'est que c'est des actions très négatives dans le sens pas constructif, c'est-à-dire il faut résister, il faut lutter, il faut bloquer des mines, il faut empêcher des projets néfastes pour l'environnement de se faire. En revanche, c'est peu constructif dans le sens où on n'invite pas à rejoindre des initiatives pour construire des alternatives, pour faire des choses positives, pour faire des choses dans son quartier, pour construire. Donc l'effondrement, lutter contre l'effondrement, est-ce que ça empêche de participer au redressement, finalement? Alors du coup, moi j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu trouves de négatif dans la résistance? Alors je trouve ça très 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 bien, il n'y a pas de souci. Juste, est-ce que dans le terme de cet effondrement-là, on n'oriente pas les gens vers un seul mode d'action qui est la résistance plutôt que la construction de l'alternative? Je ne suis pas d'accord. En fait, c'est effondrement versus redressement. Je pense qu'il y a moi, je vois les choses d'une manière un peu différente. Dans cette situation qui est la nôtre aujourd'hui, il y a peut-être deux combats, entre guillemets. Je dis combat, j'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête à ce moment-là. Il y a ceux qui préparent le monde de demain. Là, qui construisent des choses. Il y a des éco-villages qui se font, il y a des alternatives, des réseaux de solidarité qui se font et qui se créent. Là, on crée, là, c'est peut-être quelque chose de plus vertueux pour toi, quelque chose quand on crée, quand on construit. Et puis il y a la lutte, la résistance, et ces gens-là vont permettre, et c'est pas étanche, il y a des ponts entre ces deux mondes évidemment, et ces gens-là vont permettre de freiner le système qui est en place pour permettre à ceux qui construisent demain d'avoir peut-être un peu plus de temps, peut-être quelques mois, quelques jours, quelques années, pour penser un monde, parce qu'on parle d'effondrement, on parle de faire tomber un système capitaliste ou ce genre de choses. Il faut aussi qu'on travaille à construire un après, un mode de gouvernance, un mode collectif, etc. Donc je pense qu'il y a à la fois construire demain et freiner cet emballement pour nous laisser un peu plus de temps de réfléchir à quelque chose d'autre. Voilà. Je suis complètement d'accord et il faut faire les deux. Et en fait, je pense que le Rojava, encore une fois, est un super exemple de ça. Ils ont passé 8 ans, 7 ans, 8 ans, à construire une autre utopie, alors qu'à des défauts, en tout cas à construire
le monde de demain, comme tu dis. Et actuellement, ils se font défoncer par l'armée turque. Donc comment est-ce que tu fais dans ces cas-là? Comment tu fais si tu résistes pas et si t'as pas aussi des forces et des gens qui se mettent dans cette lutte-là? On fait pas, il en faut. Et actuellement, en tout cas, nous, on fait le constat qu'il en manque et qu'on n'a pas assez de mouvements de résistance et qu'il faut en créer. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on met l'accent là-dessus. Mais t'inquiète pas qu'on a fait 2 ans de vidéos où on a mis en avant énormément de mouvements et énormément d'alternatives et que c'est aussi très important de les développer. Merci beaucoup pour vos interventions et puis pour le travail que vous effectuez chaque jour sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important de le signer parce que vous faites l'éveil de conscience et c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses. Moi, je tiens aussi, c'est pour ça que je voulais parler avec Clément de Next et notamment du format qu'il fait, qui je mets aussi en corrélation avec celui de Thinkerview, qui sont des formats longs, des podcasts longs. Et à l'heure où vous êtes sur Instagram, donc des formats courts, assez rapides, d'instantanéité, est-ce qu'on ne perd pas au final des personnes? Parce que sur Thinkerview, on apprend beaucoup, c'est des experts qui interviennent, qui connaissent leur sujet, on leur pose des questions, voire même on les déstabilise, ce qui est complètement différent que sur les médias classiques. Est-ce que les jeunes, j'en fais partie, mais les plus jeunes que vous essayez de cibler peut-être, pourraient être attirés par des formats comme Thinkerview qui sont beaucoup plus longs et donc beaucoup plus denses et plus durs à avoir? Alors c'est pour ça que moi je fais du nudge, donc je sensibilise et je crée des émotions pour amener vers ces formats. Et quand j'écris des histoires, au début, je me suis dit que mes histoires étaient dans ma typologie d'attractivité tout en bas. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens les lisaient. Et mes histoires, ça peut aller de 5 stories, donc que j'écris sur des pages de stories, à 12. Et en fait, étant donné que je vois le nombre de lectures, je me rends compte que généralement, ça baisse pas beaucoup. Et que les gens vont au bout. Et alors, au bout de mes histoires, je demande toujours, est-ce que vous pensez que c'est une réalité probable ou une fiction? Et j'ai toujours à peu près 20% de gens qui pensent que c'est des fictions. Et je les emmène vers un lien où du coup j'ai des formats plus longs. Donc j'ai des podcasts, j'ai des vidéos, j'ai potentiellement Thinkerview, des articles. Et en fait, voilà, le travail que je fais sur Instagram, c'est pour amener les gens vers ces sources en fait. Et je me rends compte qu'en fait, mes histoires, si je publie pas une histoire une semaine, il y a des gens qui m'envoient des messages. Elle est où ton histoire? et finalement, je pensais que ça serait pas lu parce que tout le monde m'a dit, mais attends, t'écris des histoires, mais les gens ne lisent plus. Mais les gens lisent en fait. Donc, le format court marche, le format long aussi. Ouais, puis je pense que c'est un écosystème en fait de médias et de supports. Effectivement, Instagram, comme Roxane, moi je fais des formats qui sont plutôt longs pour Instagram, mais qui restent quand même très très courts par rapport à Thinkerview par exemple. Mais entre la vidéo, les formats interview, Thinkerview, sans coupure, sans rien, c'est super ce qu'ils font. Instagram et d'autres. Mais je pense que c'est un écosystème où chacun s'y retrouve et chacun va chercher l'information où il apprécie le plus la trouver, quoi. Complètement. Et en plus, j'ai l'impression qu'on se connaît de plus en plus, on arrive à échanger de plus en plus et à se dire, et à être malin, tu vois, à essayer de se dire, bah tiens, là, Thinkerview a fait 2 heures sur ce sujet, bon, bah, je vais pas refaire la même chose, je vais trouver une autre manière d'aborder le sujet et d'apporter aussi un autre éclairage ou un nouveau public sur ce truc-là et pas refaire la même chose. Donc, on aime beaucoup Thinkerview et tous les autres, mais bossons ensemble et on aura un maximum de monde. Ouais, c'est totalement ça. On est complémentaires tous ensemble. Avec Jérémy, on bosse beaucoup ensemble. Je sais qu'il va sortir. On communique, donc je sais que le lundi il va sortir une story sur la Martinique. Moi, je vais faire une capsule culture avec un mot, une micro-définition sur quelque chose qui est lié à la Martinique. Et on va savoir que l'un ou l'autre sort une vidéo et on est vraiment tous complémentaires. Et malheureusement, il y en a qui se tirent dans les pattes. Pour la plupart, on essaye justement de travailler ensemble parce qu'on a tous des compétences différentes. Et c'est ça qui fait que quelqu'un qui va être conscientisé chez moi va avoir plus d'infos chez quelqu'un d'autre et plus de solutions chez un autre. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en fait, et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, c'était la dernière question. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Virgile, tu veux rajouter quelque chose? Non, écoutez, j'ai envie de dire merci à tout le monde. Merci à vous d'être venus. Merci à Roxane, Jérémy et Victor d'avoir participé à ce débat. On continue après, il va y avoir de la danse, si je ne me trompe pas, et puis il va y avoir la jam, donc de la musique live sur scène ici. Donc voilà, tout un programme pour cette belle soirée sur l'effondrement. Merci beaucoup. Merci à tous.